de recevoir Africa TV chez vous. Dans le cadre de notre tournée africaine, nous avons fait un détour après Accra à Abidjan. Abidjan où notre séjour a coïncidé avec la libération de 50 pro-Gbagbo, comme le dit ici à Abidjan, parmi lesquels un certain Youambi Angenor, sur mon regard. Bonjour monsieur Youambi. Bonjour, comment vous allez? Vous êtes très connu dans le milieu, en tout cas politique ivoirien. On a appris que vous avez été incarcéré depuis le 4 novembre 2011, après la chute du président Laurent Gbagbo. On sait aussi que vous êtes le numéro 2 de Charles Blé Goudé du COJEP, de Charles Blé Goudé. Aujourd'hui aussi, lui aussi est incarcéré à La Haye. D'abord, concrètement, qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire vous reproche? Bon, en fait, moi, je suis agent de l'État dans une structure qu'on appelle AGEP, agent d'études de promotion de l'emploi. Et donc, dans le cadre du service, on m'a demandé de représenter la structure à une manifestation d'une direction, c'est-à-dire la direction régionale de la jeunesse. Par devoir, je suis allé. Et donc, c'est là-bas qu'on m'a arrêté. En fait, jusqu'au 4 novembre, date, moi je n'appelle pas ça une arrestation. Ça veut dire que l'arrestation, on vous remet un mandat, on vous présente un mandat pour dire qu'on vous arrête pour telle raison. Ça n'a pas été le cas. C'est ce que j'ai dit, un enlèvement. Un enlèvement, c'est-à-dire il y a des gens qui viennent, qui m'attrapent par le poignet, qui me demandent c'est vous Trabi, on dit tout le nom sauf mon nom. Mais déjà, ils me brutalisaient et puis ils m'ont embarqué. Vous êtes où? À Boissou? À Boissou, non, c'est à Boissou. À Boissou. Voilà, c'est à Boissou. Donc quand je leur demande ce que vous me reprochez, ils me répondent en Djoula. C'était des policiers, des gendarmes? Ce ne sont même pas des policiers. Bon, ce sont les FSI. FSI, d'accord. Voilà, ils sont en bigarré, ils n'étaient même pas entrés du tout. Et c'est comme ça, ils m'ont enlevé. Mais quand ils m'enlèvent, ils m'envoient dans un poste à Souba, c'est-à-dire qu'à 5 km, quand on vient d'Abidjan, à 5 km d'Abosso. Voilà. Donc dans une usine anciennement appelée Unicafé. Unicafé. Voilà. C'est là-bas leur base. Okay. Mais en m'emmenant jusqu'à là-bas, ils me torturent, ils me posent toutes sortes de questions. Qu'est-ce que les Djoula vous ont fait? Pourquoi vous traitez à la salle de Moussi? Tu as gagné les élections? Tu as voté pour qui? Quelle est ton ethnie? J'étais ahuri. J'ai dit, mais vous me posez ces questions pour quelle raison? Ils disent, c'est pas à moi de poser la question. J'ai dit, mais si, je vais poser. Ils disent, on va te tuer. J'ai dit, mais dans ces cas, si vous avez un plan pour me tuer, il faut le faire parce que je vais toujours vous poser la question. C'est-à-dire que même le mouton que vous avez pour habitude de gorger, avant de le gorger, avant de le tuer, c'est débat quand même. Voilà. Donc, et je ne suis pas un mouton. Parce que le mouton, il ne parle pas. Mais moi, je suis un homme. Je vais me défendre. Voilà. Et c'est la parole que je vais utiliser pour me défendre. Donc, voici un peu. Donc, de là, comme ça, il y avait beaucoup d'hommes, les gens suivaient la scène. Ils étaient maintenant gênés. J'étais devenu un colis gênant. Que faire? C'est comme ça, ils cherchent à avoir un contact dans la ville d'une autorité policière, gendarmerie, pour donner une option légale à mon enlèvement. Mon enlèvement. Voilà. Et c'est comme ça. Ils appellent Niami Adje, capitaine Niami Adje, qui est le commandant du deuxième peloton d'Abosso. Ils m'amènent dans le bureau de ce dernier vers midi, aux alentours de 11h midi. Mais ils avaient déjà mes portables. Et c'est dès qu'on rentre dans le bureau, j'ai vu un monsieur heureux qui a même fait sortir une bouteille de whisky, qui était tout heureux, qui m'a séquestré dans son bureau tout ce temps. Comme il a mes portables. Comme si vous attendiez. Oui, comme s'il m'attendait. Il a mes portables, c'est lui qui décroche beaucoup de fil. Quand je lui demande, mais qu'est-ce que vous me reprochez? Il insulte Gbagbo. Et quand je lui demande, mais monsieur, vous êtes capitaine, ça veut dire que vous avez été dans l'armée avant l'arrivée de Gbagbo. Vous avez servi l'État. Vous avez pour rôle de servir l'État et de faire respecter la loi. Mais qu'est-ce que vous me reprochez jusqu'à ce jour? Il ne peut pas me répondre. Et il me séquestre dans son bureau, je lui dis, de 11h jusqu'à 19h. Où il fait venir la brigade de gendarmerie d'Abosso. Et c'est comme ça qu'on me note. Il peut m'envoyer la brigade de gendarmerie. Attends, mais quand vous parlez de séquestrer, très souvent, c'est des mots galvaudés. On vous gifle, on vous torture, bon, on vous insulte. Quand on parle de séquestration, c'est quoi? On vous prend, on vous met dans un enclos, moi j'appelle ça dans un enclos. On ne vous dit pas ce qu'on vous reproche. Vous posez des questions, on ne vous répond pas. Mais c'est une séquestration. Ok. D'accord. C'est une séquestration. Au moins si on vous signifie ce qu'on vous reproche,
Et puis on vous dit, vous êtes là pour tel, voilà, tel temps. Vous pouvez vous dire, bon, toi, ok, je sais ce qu'on me reproche. Mais au moins, on peut vous signifier, on peut même vous notifier ce qui n'a pas été le cas. Et c'est désolant pour la Côte d'Ivoire. D'accord, donc d'Aboisseau, on vous emmène? Voilà, d'Aboisseau, on me garde à la brigade de gendarmerie à 19h dans leur boîte. Et puis on fait, entre 19h30 et 20h, on fait une perquisition chez moi, à domicile à Aboisseau. Parce que vous-même vous résidez d'abord à Boisseau? Je réside à Boisseau, c'est là-bas, je travaille. Donc on me menote. Mais quand on arrive au niveau de ma résidence, je dis, j'ai une fille à bas âge d'1 an. D'accord. Et je pense que pour la protection de l'enfant, il faut enlever les menottes. Ou bien, vous couvrez les menottes carrément, vous me menotez derrière, mais je ne souhaite pas que la petite soit traumatisée. Je le dis, vous avez des enfants, et puis les enfants quand même bénéficient d'une certaine protection. Ils disent non, qu'ils ne sont pas dans ces schémas. Donc ils font la perquisition, ils cherchent, ils ne trouvent rien. Pendant que vous êtes toujours menotté. Voilà, menotté. Je ne trouve rien. Oui, ma fille est là. Mais ma fille, elle se jette sur moi. Papa, il y a quoi? Tout ça, une fille, il y en a qui pleure. Ils font la perquisition. Ils ne trouvent absolument rien. Je leur dis, bon, vous venez de faire une perquisition. Notez au moins que vous n'avez rien dit pour que je puisse apposer ma signature. Ils disent que je n'ai pas à leur indiquer de faire des instructions. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Je dis, ok. Mais sachez que c'est l'arbitraire. Et c'est comme ça. Ils m'ont envoyé. Ils m'ont ramené à la brigade. Le 6, on m'envoie à la direction à la brigade de recherche au plateau. D'accord. À la brigade de recherche, on me dit, c'est les mêmes questions. Tu as voté qui? Tu as dit quelle ethnie? Où Blé Goudé se trouve? Pourquoi tu as voté Laurent Gbagbo? Qui a gagné les élections? Qui est le président de la République? Et que qu'est-ce que vous reprochez au Djoula? Mais quel rôle tu jouais précisément au sein du COJEP? Mais j'ai dit, le COJEP, c'est un mouvement politique. Vous n'avez pas demandé un rôle précis. Voilà. Donc, ce sont les questions qu'on me pose. Mais quand je leur pose la question de savoir ce qu'on me reproche, personne n'ose me dire. Je dis, ok, j'observe. De là, le 6, là, on m'envoie au poste de police de la gendarmerie d'Agban. D'accord. C'est-à-dire du 6 jusqu'au 18 novembre. Mais jusqu'à ce que je sois au poste de police, jusqu'à ce qu'on me transfère devant un juge là, je ne savais pas ce qu'on me reprochait. Entre-temps, est-ce que vous êtes nourri? Est-ce que vous avez eu droit à de la visite, à un avocat, à des soins? Vous savez, les gens peuvent pas comprendre. Vous n'avez pas droit à la nourriture. Ce sont les amis, oui, bien sûr. Ce sont les amis, ce sont les frères, ce sont des citoyens anonymes qui vous envoient à manger. Même la visite des parents, c'est quelquefois difficile. C'est-à-dire que c'est vous-même qui vous prenez en charge. Alors qu'on ne vous reproche toujours rien. Rien. Vous êtes présumé innocent et vous n'avez pas droit à... On n'a pas droit à ça. Ça, c'était déjà au poste de police d'Agban. Donc le 18, je vais devant le juge. Il me dit, on vous inculpe pour atteinte à la sûreté de l'État. Je dis, mais monsieur le juge, qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand on me dit atteinte à la sûreté de l'État, c'est près de 11 charges. Il y a xénophobie, constitution de bande armée, rébellion, tribalisme. C'est près de 11 charges. J'ai dit, monsieur le juge, qu'est-ce que vous me reprochez? Quels sont les éléments? Il ne reçoit me répondre. Je vois un homme qui est gêné. J'ai seulement dit, j'ai tout compris. Et c'est comme ça qu'on m'a amené le 10 novembre à la Maca. Voilà, c'était... Voilà, et puis monsieur le retrouve à la Maca. Et quand vous avez à Maca, c'est quoi votre quotidien? On vous emmène à l'infirmerie? Bon, quand vous allez à la Maca pour la première fois, on vous envoie à l'infirmerie. Mais le premier jour déjà, on vous envoie dans une cellule infecte qui n'est même pas bien du tout. Hein, vous passez la première nuit. Le temps qu'on vous trouve une chambre. Non, les cellules sont disponibles, on peut vous envoyer à tout moment. Mais la torture continue. D'accord. Dès que vous arrivez, la torture continue. Vous vous dites que l'univers où vous venez d'arriver là, n'est pas différent de ce que vous avez arrivé d'ailleurs. Voilà. Mais à partir de l'instant où on m'a arrêté, les gens ont été incapables de me dire ce qu'ils me reprochaient. J'ai tout de suite compris que c'était une affaire politique. Et j'ai forgé mon moral depuis. D'accord. Voilà.
C'était quoi votre quotidien à la MACA? Bon, en fait, quand je suis arrivé à la MACA, je sais que les premiers jours ont toujours été difficiles pour maîtriser l'environnement. Mais il m'a fallu moins d'une semaine pour maîtriser l'environnement. Là, vous avez d'autres amis là-bas qui... Oui, j'ai trouvé, nous étions à cette époque-là, moins de 50 détenus politiques à la MACA. Okay. Voilà, moins de 50 détenus. Donc j'ai cherché à savoir ceux qui étaient des détenus politiques, puisque moi je suis engagé, ce n'est pas évident pour les autres. Donc je les rencontre pour savoir pourquoi ils ont été arrêtés, comment les arrestations se sont passées, comment ils arrivent à se débrouiller pour manger. Parce que là-bas, la nourriture qu'on donne, vous ne pouvez pas manger. Si c'est ce que je consommais, je ne serais pas en bonne santé actuellement. Ah, voilà. Parce que bon, vous quand même trouver un peu non, en fait, plus en forme. Non, plus en forme, il y a d'abord deux choses. D'abord, c'est au niveau du moral, du mental. Voilà. Parce que je me dis, cette prison, je pourrais la faire sur de long terme. Oui, tu es vraiment préparé à ça. Voilà, ça peut durer 3 ans, ça peut durer 5 ans. Et même je peux mourir. Mais il ne faudrait pas que le geôlier voit quelqu'un qui fait pitié, qui regrette sa conviction. Mais il faut que le geôlier demain puisse témoigner, même si je n'arrive pas à sortir. C'est quoi votre conviction? Parce que vous parlez de conviction. Non, quand je parle de conviction, c'est quoi? Ce sont les valeurs de la gauche enseignées, prônées par Laurent Gbagbo. Et c'est ça souvent que je reproche aux gens. Parce que quand les gens, quand on dit que nous soutenons Laurent Gbagbo, nous soutenons son idéologie politique, économique, ils se disent que Laurent Gbagbo nous donne de l'argent. Mais moi, je suis sur la scène politique depuis 90. J'étais assez jeune, c'est vrai, mais j'ai observé, je vois. On a vu assez de politiciens passer. Mais c'est le seul homme politique qui a pu sillonner toute la Côte d'Ivoire. Et il a pu expliquer, je ne parle pas des meetings, les grands meetings que les gens organisent dans les différentes villes, hein, mais il va dans les hameaux. Il est au quotidien avec les gens. Ça m'a marqué. Donc moi j'ai grandi à la sève nourricière idéologique de Laurent Gbagbo. Donc ce n'est pas aujourd'hui où j'ai plus de 40 ans, on va me dire, mais pourquoi vous n'abandonnez pas? Mais comment je peux abandonner si ça coule dans mes veines? Donc il faut vider mon sang de mon corps, certainement. Aujourd'hui, vous êtes libre. Pendant votre temps d'incarcération, est-ce que vous avez eu droit à de la visite des parents, à des avocats? Bon, à ce niveau, les visites, c'est 3 jours de visite, c'est-à-dire les mardis, les jeudis et les samedis. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Quand bien même qu'ils font quelquefois des difficultés. Mais à ce niveau, il faut aussi remarquer que nos parents qui viennent, ils sont brutalisés, ils sont l'objet d'injures, des gardes pénitentiaires. Je ne dis pas les gardes pénitentiaires qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, mais des éléments de FSI illettrés, analphabètes, transformés en gardes pénitentiaires. Donc nos parents sont toujours l'objet d'injures, tu vois. Mais c'est comme ça se passe, les avocats passent. Voilà. Même aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, la plupart, tous les détenus, je dirais aujourd'hui, politiques, sont malades. Moi, je sors là, de la prison, malade. Je souffre d'une anémie. Anémie aiguë, liée à une mauvaise alimentation. C'est-à-dire, j'ai décidé de ne pas consommer la nourriture de prison. Je m'arrange avec un certain nombre de camarades pour pouvoir me nourrir. Mais à travers ça aussi, on dit que je ne vais pas bien. Mais c'est toujours l'environnement. Parce qu'on ne nous nourrit pas. Vous êtes combien par cellule? Comment est-ce que vous, les cellules, c'est 10 mètres. Les les cellules, c'est 10 mètres sur 5. Est-ce que vous voyez? 10 mètres sur 5. Mais dans ces cellules, c'est 60 à 70 personnes. Si vous voyez un peu, essayez de revenir un peu en arrière, la déportation de nos parents en Amérique, telle que les gens étaient couchés, c'est la même image. Il n'y a pas de lit picot, il n'y a pas de Non, il n'y a matelas. pas du tout. C'est-à-dire que quand vous arrivez en prison, si vous n'avez pas de drap pour vous couvrir, si vous n'avez pas de nattes pour vous coucher, si vous n'avez pas de matelas pour dormir dessus, vous allez dormir à même le sol. Donc chacun envoie de quoi pour pouvoir mieux dormir. Voilà. Et au niveau de l'eau, vous puisez... Au niveau de l'eau, moi je suis au bâtiment C. C'est là-bas la plupart, c'est là-bas tous les détenus politiques se trouvent. Je dirais même pour la plupart. L'eau vient à partir de 9h. C'est-à-dire que nous sommes 1250 détenus. Moi je sortais. C'est-à-dire que tout délit confondu. Mais l'eau vient en 30 minutes, une fois dans la journée. Pour 7 robinets. Donc imaginez, c'est-à-dire que l'eau ne monte pas dans les cellules. Donc imaginez la bataille qu'il y a à avoir de l'eau. C'est-à-dire que tout est combat.
On parle aussi à un moment donné d'un certain Yakou le Chinois, vous avez appris ça. Bon, sur la question de Yakou le Chinois, je dirais que Yakou est une énigme. D'accord. Et compte tenu du fait que nos camarades sont encore incarcérés, je ne pourrais pas vraiment permettre-le de parler de Yakou chinois. Mais est-ce que le Mais personnage c'est pas parce que est-ce que le personnage existe vraiment? le personnage existe, ce n'est pas parce que on n'a pas, on n'a rien à dire sur l'individu. Il y a beaucoup à dire. Mais souffrez que pour la sécurité de nos amis qui sont encore incarcérés, qu'on ne puisse pas parler. C'est vraiment un personnage très dangereux alors. J'ai dit que je ne peux pas dire parce que qualifier, qualifier déjà, le qualifier, c'est dire que je rentre, je suis en train de parler. D'accord, votre mentor Charles Blé Godet est lui aussi incarcéré. Et pendant votre temps d'incarcération, en tout cas, lui, c'est récemment, depuis le 22 mars 2014. Comment vous avez appris cette nouvelle-là? Oh, ça a été un moment difficile. Tout le temps, il avait été arrêté même du Ghana jusqu'à son extradition en Côte d'Ivoire. On ne savait pas au départ où il était, c'est par la suite qu'il était à la DST. Chacun d'entre nous a dû faire un passage à la DST où a eu le témoignage. Et on priait pour lui. Mais je me dis que malgré les difficultés, il n'allait jamais s'ébranler. Nous sommes les enfants de Babo et nous savons. Face aux difficultés, ce qu'il y a à faire, c'est de tout faire pour être digne. Et je sais que durant tout ce temps, il a été digne. Abidjan, c'est la réconciliation, c'est le recensement, c'est le retour des exilés, c'est les libérations des prisonniers. L'État a annoncé 150, ils en ont libéré d'il y a 50. Vous y croyez à la sincérité de l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui? Moi, j'ai dit ceci. Quand les gens parlent de réconciliation, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a eu un conflit. Et comme il y a eu un conflit, on veut aller à la paix, on veut aller à la réconciliation. Deuxièmement, quels sont ceux qui étaient en conflit? Tous les Ivoiriens savent, ceux qui sont en conflit, il y a deux entités. Il se trouve que c'est une des entités qui appelle aux négociations, qui conduit les négociations. C'est insensé. On ne peut pas obtenir... Le pouvoir appelle le pas de question de FPI à la table de négociation. J'arrive. C'est une réconciliation biaisée. Ça veut dire que si le pouvoir est franc, qu'on demande un médiateur pour les négociations. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens disent, nous avons des amis avec lesquels nous avons fait des cours sur les négociations, les techniques de négociation. Mais il y a des Ivoiriens qui nous regardent au fait, mais qui sont surpris de savoir qu'un État ne sache pas ce qu'on appelle la négociation. Parce que quand vous parlez de négociation, c'est deux entités ou plusieurs entités en conflit qu'on veut mettre ensemble. Mais les entités ne se font pas confiance. Il faut un médiateur. Et puis on recense les différents problèmes et puis chacun fait le pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? On appelle l'opposition à des négociations. Quand on sait qu'il y a des bailleurs de fonds qui arrivent, le FMI arrive, les institutions et des prêteurs arrivent, ou bien il y a des investisseurs qui sont annoncés, bon, on appelle l'opposition à des négociations. Donc on les présente comme des meubles d'une maison. Il ne faut pas biaiser avec la réconciliation. Voilà. Parce que le gagnant par rapport à la réconciliation, il faut que l'État se dise, si la réconciliation réussit, celui qui gagne, c'est d'abord l'État de Côte d'Ivoire. Parce que si on parle de réconciliation, ça veut dire que l'environnement économique, politique, social n'est pas bien. Voilà. Et hostile. Or, pour ceux qui veulent investir, ils regardent le schéma. Comment investir dans un pays où il y a un problème, où il y a un conflit, où il peut y avoir un bouleversement à tout moment? Donc, s'ils font de la réconciliation, le cheval de bataille, l'État a à gagner. Et si l'État gagne, c'est ceux qui ont en charge l'État qui gagnent. Ce sont les Ivoiriens qui gagnent. Mais vous pensez que les Ivoiriens eux-mêmes ne peuvent pas s'asseoir pour régler les problèmes? Il faut forcément faire appel à une tierce personne, à un médiateur? Quand je parle de médiateur, on peut prendre un Ivoirien. Je ne vois pas forcément un étranger. Moi, je ne suis pas d'accord. Ça veut dire qu'on a des ressources propres. Mais quand on me dit que Bani s'occupe de la réconciliation, mais je dis Bani, on a des choses à reprocher à Bani. Bani n'est pas innocent dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On sait comment il a été Premier ministre et on sait comment il a géré. Il n'est pas innocent. Aujourd'hui, la CDVR, la CDVR, c'est ça, oui, ça, est devenue aujourd'hui un emploi à plein temps. D'accord. À plein temps pour les membres.
Mais chaque membre comprend. Ils ne sont pas innocents. Mais on s'est dit, les Ivoiriens, les regardent, ils se disent, bon, on pense que par rapport à ce qu'ils ont fait dans les passés récents ou lointains, ils vont pouvoir faire amende honorable. Mais les choses ne bougent pas. C'est pour ça que j'ai dit, quand les gens continuent de s'entêter à faire de telles négociations, on ne va pas obtenir le résultat. Mais je vois même le pouvoir en train de faire traîner ça. Voir la situation pourrie. Et puis en 2015, on dit que bon, on n'a pu désarmer, on n'a pas pu désarmer les gens, les maisons sont occupées, les deux sont là, que pour faire tout ça, il faut aller jusqu'en 2017. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui... Pour vous, c'est une manœuvre du pouvoir pour récolter c'est du dilatoire, tout simplement. C'est du dilatoire. Et regardez, quand moi j'ai dit... On l'a vu aussi avec Laurent Gbagbo aussi en 2005. Mais quand on dit avec Gbagbo en 2005, quand les élections n'ont pas eu lieu en 2005, nous savons ce qui s'est passé. Pourquoi les élections ne se sont pas déroulées? Tous les Ivoiriens savent, même les partis de l'opposition savent. On était dans un gouvernement d'union. Il y a eu même des négociations, il y a eu Ghana, il y a eu Accra, il y a eu Pretoria, mais il y a eu même Marcoussis. Donc il ne faut pas avoir peur. Et je le dis au président Ouattara, n'ayez pas peur. J'ai dit que les détenus, ceux qui sont à la Maca, ils sont près de 400 aujourd'hui. N'ayez pas peur de les libérer. Ce sont des otages, je ne dis même pas que ce sont des prisonniers. Vous vous rendez compte? Je m'amuse souvent à dire à certains amis, vous arrivez devant le juge, vous faites 1,80 m, vous êtes d'une certaine ethnie qu'on pense être beaucoup plus proche de Gbagbo, on dit bon, toi c'est atteinte à la défense. Mais si vous avez la taille et la corpulence de Yombi, on dit non, c'est atteinte à la sûreté. Mais si vous avez aussi ma taille, ma corpulence, que vous avez un handicap, on dit c'est atteinte à l'autorité de l'État. Mais on ne peut pas jouer avec la vie des gens. C'est un appel que je lance à Ouattara. Il faut libérer les gens, il ne faut pas avoir peur. On pense qu'il y a des choses qu'on peut régler. Il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est un appel pressant que je lance aux magistrats. Voici des gens qui ont été bien formés. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire. Il y a eu le vrai faux complot en 63. 63, oui. Mais en 63, quand ils ont arrêté les gens partout, en 66, quand Oufoué les a libérés, Oufoué dit, je n'ai pas demandé aux magistrats, je n'ai pas demandé aux responsables de la DST à cette époque d'arrêter les gens. Que c'est des gens, les responsables qui ont eu à les arrêter là, ils voulaient de la promotion. C'est pour ça qu'ils ont arrêté les gens. Mais nous avons vu la suite des événements. Il faut qu'ils soient courageux. On a eu des Yano Yapo en Côte d'Ivoire. Ce sont des exemples qui se départissent de ça. Mais chaque fois que le pouvoir est en difficulté, bon, nous avons fait nos pas, il revient au magistrat de faire. Mais nous, comment je regarde, moi j'arrive. Il faut qu'ils aient leur courage, qu'ils prennent leur courage à deux mains. Et puis, de se débarrasser. Aujourd'hui, le pouvoir appelle incessamment, en tout cas l'opposition incarnée par le FPI, en tout cas à revenir à la table de négociation. Il y a les recensements, le FPI, en tout cas, continue de se braquer. Vous, au COGEP, quelle est votre position sur tout cela? Je vais vous dire, nous pensons que par rapport au recensement général de la population de l'habitat, c'est sérieux. Ils disent que ça peut nous aider pour le développement. C'est une très bonne chose. Et comme nous sommes tous pour le développement de la Côte d'Ivoire, nous pensons qu'il faut remplir un certain nombre de conditions. Les maisons sont habitées par des gens qui n'ont pas le droit d'habiter ces maisons. Les maisons continuent d'être occupées. Les gens sont en déplacement. Et avec ça, vous vous entêtez à vouloir faire. C'est-à-dire que le FPI a la certes fait. Mais les Ivoiriens devraient pouvoir comprendre. Le pouvoir doit comprendre. Mais pourquoi s'entête-t-il? Ils cherchent quel résultat? Je les soupçonne de préparer quelque chose. Donc pour vous, il faut d'abord qu'ils viennent chez eux avant de les recenser. Mais bien sûr. On parle de quelqu'un qui est à l'extérieur, qui est de la nature. Écoute frère, moi je sors de prison. Je n'ai pas de domicile. Et je suis sans domicile fixe. Je vadrouille à Abidjan. Donc vous n'avez pas d'adresse, on ne peut pas vous recenser. Je n'ai pas d'adresse, on ne peut pas me recenser. Ça veut dire que je suis là, on ne peut pas me recenser. Il y en a encore qui sont en prison. Mais et puis, à ce niveau, moi je l'ai dit, les gens continuent. Le jour qu'il y a eu la négociation, la nouvelle négociation avec le FPI, ce même jour où on demande la libération des détenus,
Il y a encore des gens qui ont été enlevés, mis sous mandat de dépôt, qui partaient à la Maca, près de 5. Mais on ne peut pas continuer dans ça. Il faut arrêter l'hémorragie des enlèvements et il faut faire un traitement global de sorte que les Ivoiriens puissent avoir la paix. Il ne faut pas qu'on continue de se soupçonner. Mais 3 ans après, on continue de se soupçonner. 3 ans après. Ce n'est pas par la terreur, ce n'est pas par les menaces. Le 18 août prochain, votre mentor, en tout cas, va passer à l'audience de conflit des charges. On lui reproche, en tout cas, d'avoir engagé sa responsabilité pénale individuelle en tant que co-auteur indirect pour 4 chefs d'affaires de crimes, meurtre, viol, et j'en passe, crimes contre l'humanité. Vous qui l'avez connu, Charles Bleu Goudé, pensez-vous qu'il était capable, en tout cas, de faire ce qu'on lui reproche à l'AIE? Charles Bleu Goudé, c'est un homme paisible. C'est un homme paisible. Si vous vous rappelez bien, il a fait la caravane de la paix. D'accord. Nous, nous croyons aux valeurs démocratiques et nous disons, c'est le micro, c'est la parole, c'est la sensibilisation. C'est vrai, Laurent Gbagbo est notre leader à tous. Mais dans chaque entité, il y a un leader. Aujourd'hui, le leader de notre génération, c'est Charles Bleu Goudé. Nous disons, les armes ne peuvent pas faire avancer la Côte d'Ivoire. Il faut expliquer. Il faut avoir le courage d'expliquer. De sensibiliser l'autre qui est à votre côté. Voilà. Et nous disons aux gens, c'est un appel que je lance à la France. Je soupçonne la France de prendre en otage notre pays. La France de prendre. Je parle de la France politique. Je parle de la France des affaires. Ce que vous dites n'engage que vous. Dans tous les cas, la France est un pays qui n'a pas forcément des amis, qui a des intérêts. Non, vous le savez aussi. Non, je sais que chaque pays a quand même des intérêts, les relations entre États, c'est au gré des intérêts. Mais je me dis, aujourd'hui, il faut qu'il y ait un partenariat adulte entre la Côte d'Ivoire et la France. La France n'a pas besoin d'avoir forcément un valet en Côte d'Ivoire qui va tout leur donner. Mais aujourd'hui, on ne peut plus gérer la Côte d'Ivoire comme on a géré la Côte d'Ivoire en 1960. Je suis désolé. Les choses ont évolué. Il y a beaucoup de lettrés. Il y a beaucoup d'intellectuels. Et nous savons qu'aujourd'hui, il y a une idéologie en France, sur 20 ans par exemple. On dit, bon, le président qui vient, qu'il soit de la gauche ou bien de la droite, on dit, bon, nos ressources, pour la plupart, viennent des colonies. Donc, il faut mettre un valet qui peut vous aider. Ça, c'est une pensée de 1960. Mais ça ne peut pas perdurer. Il faut que la France comprenne ça. Il y a la France, mais il y a aussi certains pays africains, même le Burkina, qui a pris en otage aussi la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que mon pays est devenu aujourd'hui un gâteau où ces 2 États se partagent. Aujourd'hui, la France et le Burkina a tué l'entrepreneuriat ivoirien. C'est-à-dire toutes les entreprises ivoiriennes sont aujourd'hui au point mort. Votre organisation, le COGEP, qui était au départ une organisation, s'est mis en parti politique. Un mouvement politique. Un mouvement politique. C'est quoi la différence d'un parti et un mouvement politique? Le parti politique a un programme de gouvernement, a un projet de société, puis fait des mouvements pour gérer le pouvoir d'État. Oui, mais pour gérer le pouvoir d'État, ça veut dire pour... Le pouvoir d'État. Mais nous pensons que nous sommes arrivés à un moment... Le COGEP a toujours été un mouvement politique. Non, les gens ne nous prenaient pas. Ce n'était pas une ONG non plus. Non, je sais, c'est vrai. Les gens ne nous prennent pas comme une ONG, les gens nous ont toujours pris comme un groupe de pression. Il y a certains qui pensent que nous étions un mouvement de soutien tout simplement au président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas un foyer même de milice pro-Gbagbo. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais ils ont l'occasion de voir. Est-ce que moi j'ai ressemble à un milicien? Je ne sais même pas attraper une arme. Mais tu vois, mais s'ils reconnaissent un milicien, mais qui battrait les miliciens? Puisqu'on parle de désarmement, des bandes armées. Et si on suppose qu'il y avait 2 armées qui se sont rencontrées, c'est-à-dire que les 2 armées, il y avait une armée conventionnelle et puis il y avait des milices. Si on a la paix, il faut qu'on rencontre les différentes milices pour les désarmer. Voilà, c'est ce que nous disons. Mais ça ne veut pas dire que nous avons entretenu une milice. Nous n'avons pas entretenu de milice. Ce n'est pas notre choix politique. Malgré tout ce que nous vivons, nous croyons aux valeurs démocratiques, chers frères. Parce que nous savons que c'est la démocratie qui peut permettre aux citoyens d'émerger. C'est la démocratie qui peut me permettre
Mais en 2011, il y a eu des combats abusants. On a vu des jeunes miliciens pro-Babo sortis combattre. Quand les gens disent ils ont vu les jeunes miliciens pro-Babo, Blé a lancé un appel, il dit ceux qui veulent combattre, allez-y dans l'armée régulière. Voici ce que Blé a dit. Et c'est passé le jour du transfert de Charles Blé. Au journal de 20h, ils ont même présenté des éléments, ils ont eu le courage de le dire, où Blé appelait les jeunes à aller dans l'armée régulière pour combattre. On ne peut pas demander à des jeunes d'aller dans l'armée régulière pour combattre et puis donner des armes à ces jeunes à rester sur place et ne pas aller. Et puis, faire des miliciens, pas possible. Maintenant, s'ils trouvent qu'il y a des miliciens, mais qui les cherchent? Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une situation de belligérance? Pour moi, la belligérance est terminée. Ou bien s'ils viennent nous dire qu'il y a une belligérance, qu'ils le disent clairement. Si la belligérance est terminée, on suppose qu'il y a une situation. La situation est terminée. Pour aller à la paix, il faut permettre aux gens de vivre tranquillement. C'est quoi aujourd'hui l'avenir du COJEP? C'est quoi votre quotidien? Le COJEP va où? Semble bouder. Ok. Le COJEP, c'est un mouvement assez organisé. On a vu Blé Goudé. Oui. Aujourd'hui, vous entendez Yuambi? Yuambi. Peut-être hier, vous n'avez pas entendu Yuambi. Oui. Ça ne veut pas dire que je vais remplacer Blé Goudé. Mais ça veut dire qu'ensemble, nous jeunes, nous avons mis sur pied un mouvement. C'est vrai, c'est un mouvement créé par des jeunes, c'est un mouvement jeune, mais ce n'est pas un mouvement de jeunesse. D'accord. Voilà, ce n'est pas un mouvement de jeunesse. C'est comme ça que nous sommes mis en mouvement politique pour donner notre avis sur les questions de la nation. Sinon, au départ, c'était pour soutenir Laurent Gbagbo, maintenant Laurent Gbagbo. Non, ce n'est pas un mouvement de soutien, pas du tout. Le COJEP n'a jamais été un mouvement de soutien. Le COJEP est né en mai 2001. La crise est survenue en septembre 2002. Ça veut dire que le COJEP a été créé bien avant la crise. Gbagbo était au pouvoir en 2000 déjà aussi. Oui, Gbagbo était au pouvoir en 2000. Gbagbo était au pouvoir en 2000. Mais quand on a créé le COJEP, on n'a jamais... Nous disons ceci, comme les gens disent que nous sommes un mouvement de soutien, nous disons, nous avons un slogan que nous disons pour la patrie, agissons maintenant. C'est en 2001. Parce que le programme de Laurent Gbagbo est un programme prometteur. Et nous avons vu qu'on n'allait pas le laisser tranquille. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est notre patrie. Chaque fois que notre patrie sera attaquée, nous allons appeler à la mobilisation populaire. Voilà, pour la Côte d'Ivoire. Pendant que Blé était en exil, on a vu, vous étiez là aussi, après quand on nous a arrêtés, on a vu, comment dirais-je, Poté, on a vu par la suite Roselyne Bly, là vous revenez. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir au niveau du COJEP? Parce qu'on a vu avec le FPI, qu'on a vu qui est venu, qui a pris sa place, avec non, en fait, Justin. À votre niveau, comment les choses se passent? En fait, nous, on n'a pas de problème de leadership, de place. Parce que nous sommes un mouvement soudé, un mouvement fort. Chacun a sa place au COJEP. Moi, je suis sorti de prison, je me mets à la disposition de la structure. Si la structure décide que je sois un membre, le 3e membre, le 4e membre, il n'y a même pas de souci, je vais jouer pleinement mon rôle. Si la structure décide aussi que je joue le premier rôle, il n'y a pas de problème. Mais dans tous les cas, nous nous sommes préparés à toute éventualité. L'objectif, il est clair. La souveraineté, la restauration de l'État de Côte d'Ivoire. Voici. Est-ce que Yobi peut être porteur? Est-ce que Bly peut être porteur? Mais celui qui est devant, il porte la parole du mouvement. Donc, peu importe celui qui est devant. Quels sont vos rapports avec les autres représentants en Europe, Zab Crasso à Paris, Patrice Coutet à Londres? Vous avez appris qu'il avait été aussi évincé, Patrice Coutet. Oui, tu sais, dans toute organisation, il y a quand même la discipline. Voilà, dans toute organisation, il y a quand même la discipline. Vous ne pouvez pas vous lever, comme ça vous êtes dans une organisation, et puis vous vous comportez comme si vous étiez chez vous à la maison. Même chez vous à la maison, il y a quand même une règle. Et c'est par rapport aux dispositions statutaires que Patrice Coutet a été suspendu. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça? Vous le cautionnez? Je suis d'accord. Le mouvement n'est pas prostitué. Voilà, le mouvement n'est pas prostitué. Et qui ne se disent pas, à travers Patrice Coutet, je dis à tous ses camarades, qui ne se disent pas, Blé Goudé n'est pas là, donc on peut faire du mouvement ce qu'on veut. Non. Patrice Coutet disait à l'époque que c'était une démarche peut-être personnelle, certes, mais aussi dans le la libération de chaque dans une association, il n'y a pas de démarche personnelle. C'est pour ça qu'on parle d'association. Ensemble d'individus qui se mettent ensemble pour un objectif. On ne dit pas un individu, on dit ensemble d'individus. À partir de deux même, on parle d'ensemble.
Mais vous, en tant qu'individu, vous ne pouvez pas vous lever sans avoir reçu mandat pour faire des démarches. C'est une trahison. C'est une trahison. Voilà. Et sur ces questions-là, nous n'allons pas nous amuser. Voilà. Votre mentor, effectivement, comme on l'a dit, va passer devant les juges le 10 août prochain. Oui. Si vous avez à lui parler, que dites-vous? Non, moi je le connais. Je lui dis, frère, il faut tenir. Tu as toujours tenu. Nous savons que ce ne sont pas des raisons juridiques. On a voulu t'éloigner du pays parce qu'on s'est dit, bon, mieux vaut l'éloigner et puis on va gérer tranquillement. Même éloigner, les idées prônées continuent d'exister. Il faut tenir, frère. Nous allons nous en sortir. Voilà. C'était M. Yuambi Angenor. Vous êtes le numéro 2 ou les gens risquent d'échanger rapidement? Non. Vous êtes encore dans la négociation, vous venez de sortir. Nous, on n'est pas au niveau des négociations. C'est le temps de vous trouver un toit. Non. En fait, c'est vrai. Je suis pour le moment un sans domicile fixe. Mais je suis toujours, je consacre au moins 2 heures, 3 heures pour le mouvement. Vous faites des réunions? Voilà, nous faisons des réunions régulières. Donc aujourd'hui, le problème n'est pas au niveau de savoir est-ce que Yuambi va diriger, est-ce que Yuambi ne va pas diriger. Le problème, ce n'est pas l'individu Yuambi. Yuambi, je suis éphémère et je peux même passer. Vous l'avez déjà dit. Ouais. Voilà, donc ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce que le mouvement veut? Et quelle est la démarche que le mouvement emploie pour avancer? Justement, cette démarche, bientôt c'est l'élection présidentielle 2015. Aucun disent que le COJEP, en tout cas une partie de votre mouvement, serait manipulé par l'opposition incarnée par le FPI, la fin de ça, et l'autre partie manipulée par le pouvoir en place qui peut-être veut récupérer une partie de la jeunesse. Est-ce que vous le sentez au sein de votre mouvement? Oh, tu sais, nous sommes dans une alliance naturelle avec le FPI. Et nous avons une démarche singulière. Voilà. Quand les gens disent que le FPI nous manipule, pourquoi ils le disent? Moi, par exemple, j'ai été formé à l'école du FPI. D'accord. En 90, le FPI n'existait pas. Le COJEP n'existait pas. Mais il fallait militer dans un parti politique. J'ai fait un choix. C'est le FPI. Et je ne regrette pas. J'ai eu toutes mes armes au FPI. J'ai gravi tous les échelons au FPI parce que j'étais jeune. Mais je me dis, le FPI est mon père. Le FPI m'a donné naissance. Moi, je ne peux que donner naissance à un mouvement qui est le COJEP. Tu ne peux pas donner naissance à un mouvement qui est le COJEP et puis continuer d'être avec le père. Mais les gens, quand ils nous voient toujours comme des gens du FPI qui font le prolongement du combat du FPI au COJEP. Ce n'est pas le cas. Mais justement, sur ce point précis, beaucoup disent que, en tout cas, la transformation de COJEP en un mouvement politique, c'est une trahison, puisque vous êtes très proche du FPI, parti comme ça. Mais le FPI même ne parle pas de trahison. Mais pourquoi les gens parlent de trahison? Le FPI ne parle pas de trahison. Nous n'avons pas de problème avec le FPI. Mais nous disons avec le FPI, nous sommes dans une alliance naturelle. Mais nous avons nos démarches. Qui n'est pas la démarche, qui peut ne pas être la démarche du FPI. Mais par rapport à l'histoire de notre pays, nous allons toujours nous rencontrer pour mener le combat. Et nous n'avons rien à reprocher au FPI. Le FPI également n'a rien à nous reprocher. Nous sommes un mouvement jeune, nous allons faire nos armes et nous allons avancer. Voilà. Notre génération aujourd'hui, nous avons 35 ans, 40 ans, 42 ans. Nous ne sommes plus des enfants, nous ne sommes même pas jeunes. Mais nous disons, il faut que le COJEP soit aussi sur la scène politique pour se prononcer sur le problème de société qui mine la Côte d'Ivoire, sur le problème économique, sur le programme. Madame, sur la CEI, justement, que vous dites? Bon, sur la CEI, nous disons, ces schémas, cette CEI qu'on nous montre, c'est une poudrière. C'est comme fort le mot poudrière. C'est une poudrière. Parce qu'on ne peut pas vouloir s'accaparer un appareil pour se maintenir au pouvoir. Ça va donner le résultat que nous allons voir. Nous, on ne peut pas reconnaître un tel mouvement où le pouvoir est à l'intérieur pour manipuler. Mais quand on se fait confiance, quand on se dit avoir une légitimité, on n'a pas à avoir peur des élections en vouloir caporaliser la CI. On est tranquille. Mais nous disons que cette CI ne va pas envoyer la paix en Côte d'Ivoire.
Ça, disons-nous tout net. Un mot en direction de la diaspora quand même qui s'est inquiété sur votre cas quand vous étiez en tout cas en prison. Je vais citer des noms, Willy Bla, Ben Naki, j'en passe. Et des femmes et des hommes qui continuent en tout cas de braver la pluie, la neige. Moi, je veux être libre. Voilà. Je suis libre, moi je voudrais leur dire que nous sommes engagés dans le combat. C'est une lutte de longue haleine. Ce n'est pas une course de vitesse. Nous savons les difficultés auxquelles les uns et les autres sont confrontés dans la diaspora. Et je sais que la diaspora fait beaucoup. Pratiquement tous les week-ends, la diaspora est dans la rue. Et je voudrais leur dire mon admiration. Parce que nous savons être en Europe, ce n'est pas chose aisée. Tu as ton emploi à préserver. Tu as les parents à nourrir en dehors de ça. Avec la crise que nous vivons, nous savons qu'ils dépensent financièrement. Mais qui continue cette lutte. Nous sommes fiers d'eux. Nous sommes fiers d'eux. Qui continuent. Face aux difficultés, qui continuent et qui continuent. Mais l'objectif principal, c'est la libération de Laurent Gbagbo. Il faut qu'on puisse s'entendre. Il faut une synergie des actions au niveau de la diaspora. Une synergie des actions. Une synergie des actions au niveau de la diaspora. Parce qu'on ne peut pas avoir des actions disparates. Ça va fragiliser. Si on a une synergie des actions, ça va donner ce que ça va donner. Vous prenez la libération de Laurent Gbagbo et aussi de Blé Goudé? Au retour? D'abord libération. Retour, mais bien sûr! Mais bien sûr! Je crois à leur retour. Je crois à leur libération. Et je crois. Mais toi, tu ne crois pas? C'est pas juste dans ce pays. Non, je le dis parce qu'il y a des faits. Parce que nous savons que l'incarcération de Gbagbo, ça n'a rien de juridique. C'est un maquillage politique. On veut éloigner quelqu'un de la Côte d'Ivoire parce qu'on pense qu'il ne peut pas faire. Et vous pensez que les conditions sont réunies là pour J'arrive. On l'éloigne. On s'est dit que quand l'éloignant, c'est le cordon ombilical qui est coupé avec le peuple. Voilà. Et que le FPI sera fragilisé et que les patriotes, parce qu'ils disaient que nous étions financés par Laurent Gbagbo. Et que maintenant qu'il n'est plus là, plus rien ne pourra se passer. Mais regardez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sonne au son de Gbagbo. La Côte d'Ivoire danse au son de Gbagbo. Sauf que vous-même, vous n'avez plus rien aussi, les patriotes. Oh, on ne parle pas... Non, quand vous dites que vous n'avez plus rien, ça veut dire qu'on avait un financement. Nos convictions n'étaient pas calculées. Nos convictions n'étaient pas... Nos convictions, nos démarches, c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est intact. Mais si c'était financé, mais pourquoi actuellement on ne sait pas? Puisque le miel qu'on dit n'est plus là, pourquoi on ne sait pas? Nous croyons à la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas savoir. Mais ces jeunes gens que vous trouvez à la Maka aujourd'hui, 500, 600, mais ils vont sortir, vous allez les interroger. Leur conviction est intacte. Il y en a qui sont presque mourants, des berry, mais aujourd'hui dans les têtes, c'est Laurent Gbagbo. Mais écoutez, moi, Yombi, j'étais quelqu'un d'anonyme, mais c'est à travers le nom Gbagbo qu'on s'intéresse. Et je sais, c'est à cause du manteau Laurent Gbagbo que je porte qu'on dit Yombi. Mais le jour que j'enlève le manteau, que je le dépose, je deviens quelqu'un, un quelconque citoyen. Voilà. Vous devez beaucoup à Laurent Gbagbo. Mais bien sûr! Bien sûr! Mais la Côte d'Ivoire, aujourd'hui on peut parler avant on pouvait parler tranquillement. Les gens insultaient Laurent Gbagbo. Les gens avaient la liberté de parler. Le multipartisme, les syndicalistes, tout. Mais Laurent a fait beaucoup. Quand je vois les gens dire que Laurent Gbagbo n'a rien fait au niveau du développement, mais j'ai dit c'est dommage. Mais la décentralisation, vous vous rappelez que la décentralisation, lors du vote de la loi sur la décentralisation à l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition sont sortis de l'Assemblée. La loi est passée. Mais la décentralisation, les conseils généraux, ce que le PDCI a fait pendant le conseil général, ce que le RDA a fait, il faut le mettre au compte de Laurent Gbagbo. Et ça, on ne peut pas dire que Gbagbo n'a rien fait. Parce qu'aujourd'hui, la décentralisation, qu'est-ce que ça nous a apporté? Philippe Kouon, chez toi, dans le temps, avant la décentralisation, si tu n'es pas ministre dans ton village, dans ta ville, tu n'auras pas l'électricité, tu n'auras pas l'eau. C'était le cas. Mais avec la décentralisation,
Au moins 3 milliards, chaque département a pu se développer. Mais la Côte d'Ivoire est en chantier. L'électricité, les routes, les hôpitaux, les écoles, on a... Aujourd'hui encore, ça continue. On a des grands chantiers, les échangeurs, les ponts, l'autoroute, ça continue. La Côte d'Ivoire, ça avance. L'autoroute de Saint-Grobo, ça continue? Bon, quand même, dans le plus nord, qui va jusqu'à James. Non, je parle de l'autoroute de Saint-Grobo dont on parle, qui est un projet de Gbagbo, et les gens n'ont pas eu l'honnêteté intellectuelle de dire que l'initiateur c'est Laurent Gbagbo. Même quand ils sont venus inaugurer, il fallait avoir quand même l'honnêteté de le dire. Mais tous ces projets, nous savons que ce sont des projets de Laurent Gbagbo. Je ne peux pas avoir des projets, mais il faut aussi les financer, il faut aussi les réaliser. Mais la pensée vient d'où? L'initiateur. Mais quand ils ont vu les projets pointés à l'horizon, ils nous ont mené la guerre. Ils nous ont amené la guerre pour stopper. Attends, s'ils étaient contre le développement, pourquoi eux maintenant ils s'engagent à développer ce même pays? Non, en fait, ils ont fait ça contre le développement, mais ils se disent il faut qu'ils fassent ça pour dire aux Ivoiriens, pour effacer l'image de Laurent Gbagbo, pour dire que c'est nous qui pouvons développer la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens savent. Donc ils n'étaient pas contre le développement. Ceux qui ont pris les armes là, oui. On ne peut pas prendre les armes et puis être pour le développement. Les armes ne développent pas un pays. Non, mais je parle du pouvoir, on parle. C'est de ça que je parle. Moi je parle de l'État actuel, je ne parle pas des Je parle de ceux qui sont au pouvoir. On ne prend pas les armes pour développer un État. J'ai jamais vu un projet de société où on dit il faut utiliser les armes pour développer un État, non. Non. Cela vous engage, M. Yuambi. Je le dis. Vous sortez de prison fraîchement, on a l'impression que vous êtes encore prêt à repartir encore en prison. Parce que la prison était faite pour m'affaiblir, pour m'oublier mes convictions, pour abandonner mes convictions. Si c'était le cas, mais alors là, qu'ils me remettent en prison. Parce que même s'ils me remettent en prison, même s'ils me tuent, il va y avoir d'autres Ivoiriens. Et ça, il faut qu'ils le comprennent. Parce que quelquefois, ils pensent que nous sommes fous, nous n'avons rien à faire de notre vie. C'est ce qu'ils pensent. Mais ce combat, il faut t'offrir un sacrifice pour le combat. Vous avez gros sur le cœur d'avoir fait la prison? Gros sur le cœur, ça dit que je suis en train de pleurer. Non, est-ce que vous avez un esprit de vengeance? Pourquoi me venger? La vengeance, c'est pour les minables. Lui, celui qui te met en prison, il veut atteindre un objectif. T'affaiblir, te faire regretter ta conviction, abandonner ce que tu es en train de faire. Mais quand tu sors, que ton mental n'est pas entamé, ta conviction n'est pas entamée, tu vas te venger pour faire quoi? Il faut montrer à celui qui t'a mis en prison, il s'est trompé. Et que vous revenez encore. Vous êtes sorti depuis le 31 mai 2014, en tout cas à l'initiative du pouvoir en place, qui a promis de libérer 150 prisonniers pro-Gbagbo, comme on le dit. C'est quoi votre démarche actuellement? Vous voyez qui, vous faites quoi? Vous cherchez une maison, c'est ça? Vous savez pas où dormir? La prison est mise alors. Non, en fait, vous savez, aujourd'hui le problème des maisons, tout le monde est confronté. Comment vous dormez tranquillement? Non, je ne suis pas en train de dire que je dormais tranquillement, mais je vais dire que la situation que je traverse n'est pas une situation... je ne suis pas seul, ce n'est pas une situation dramatique, mais je suis en train de mener des démarches pour régler cela. Mais en bon citoyen, quand je suis sorti de prison le 31 qui est samedi, le lundi qui a suivi, je suis dans le service pour me présenter. Et je viens me mettre à la disposition de mon service. Ça veut dire que vous n'avez plus le travail? Non, je suis allé me présenter. D'accord. Maintenant, à la hiérarchie de décider ce qu'ils ont le droit de décider, mais moi, je suis allé me présenter. Ça, c'est mon devoir. Je n'étais pas là parce que j'étais en prison. Je ne pouvais pas être en prison et puis être au service. Donc, je suis allé me présenter. Voilà. À eux de décider. Mais dans tous les cas, j'ai été me présenter au service. Et comment vous ont accueilli vos collègues? Oh, mais c'était un moment fort. Voilà, c'était un moment fort. Ils étaient heureux de me voir à nouveau. Voilà. C'était M. Yuambi Angenor, ex-numéro 2 du COGEP, arrêté depuis le 4 novembre, ici même à Abidjan, incarcéré depuis ce même jour, libéré récemment, on va dire le 31 mai dernier. Philippe Kouan, depuis Abidjan. Merci. En tout cas, beaucoup de courage. Merci à toi. Et on est ensemble.